Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce 20h dont voici les titres. Vers un dénouement de la crise qui paralyse le monde scolaire, le chef de l'État a rencontré ce matin les responsables du QSEMS, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire. Leur porte-parole estime que le président de la République est dans de bonnes dispositions pour trouver une solution à leurs problèmes. Et le centre régional des déchets, le centre pour une gestion des déchets dangereux, le centre régional de la Convention de Bâle forme des experts à Dakar pour les doter des outils adéquats. L'atelier va durer 3 jours. Vers donc une décrispation entre le QSEMS et le gouvernement, c'est en tout cas ce que laisse entrevoir l'audience que le chef de l'État a accordée ce matin aux responsables du QSEMS. Le porte-parole de ce syndicat d'enseignants estime que le chef de l'État est dans de bonnes dispositions pour trouver une solution à leurs problèmes. Il est au micro de Alassane Sissi. Cette rencontre, justement, c'est pour informer le président de la République sur les motifs de la grève du QSEMS. Ce sont des raisons d'ordre professionnel. Nous nous battons pour la revalorisation et la réhabilitation de la fonction enseignante qui doit passer par l'augmentation du régime indemnitaire. Et cette plateforme s'articule autour de 6 points. Le premier point vise le doublement de l'indemnité documentaire compensatoire de surcharge horaire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le principe du pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de nos salaires nous permettra justement de supporter le coût de la vie. Le second point porte sur la modulation de l'indemnité de logement. Vous prenez tous les enseignants, tous corps confondus, toute catégorie d'enseignants, du préscolaire au supérieur, l'enseignant reçoit 60 000 francs par mois, alors qu'il fait 75% de son travail à la maison. Ailleurs, avec le certificat, l'agent gagne 75%. Et 75 000 francs par mois, ce qu'on appelle le principe de la parité. Donc c'est une injustice, c'est une inéquité que le QSEMS veut que le gouvernement répare. Le troisième point, le QSEMS demande que le taux horaire des vacataires qui est de 1906 francs, qui est une somme dérisoire, soit porté à 2500 francs. Que les vacataires puissent avoir une somme forfaitaire de 150 000 francs par mois sur les 12 mois, pendant toute l'année. L'autre point porte sur des indemnités conséquentes aux administrateurs scolaires, aux inspecteurs de vie scolaire, aux inspecteurs des spécialités, mais également aux CPI. Et ensuite, nous demandons l'arrêt de la remise en cause de la gestion démocratique du personnel enseignant. Le dernier point porte maintenant sur le respect des accords. Entre autres points, le paiement de tous les salaires à temps, n'est-ce pas? Le paiement de toutes les indemnités, mais surtout la publication du décret sur les années de validation et de contractualisation. De même, le décret portant sur les professeurs d'éducation physique. Et ensuite, le règlement des problèmes de l'enseignement technique. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement technique et les CRETEF sont confrontés à des difficultés. Et donc, nous avons exposé les doléances au président de la République. Il est dans de très bonnes dispositions. Nous allons d'abord rendre compte aux collègues à la base, parce que nous sommes une structure démocratique. L'issue de la crise dépendra de l'appréciation. Ce qu'on peut retenir, le président est dans de bonnes dispositions pour régler les problèmes. Le président de la République a envoyé ce message aux Lions du football avant leur second match. Chers Lions, au moment où vous allez livrer votre second match, j'ai tenu à vous apporter tout mon soutien. Le peuple sénégalais tout entier vous fait confiance et je considère que la défaite concédée face à la Zambie n'est qu'un faux pas et qui doit vous servir de leçon pour les prochaines conquêtes. Oubliez cette sortie ratée et consacrez-vous à l'essentiel. Restez toujours ces Lions courageux, disciplinés et prêts à relever tous les défis pour un Sénégal qui gagne.
La place de l'Obélisque a été hier le théâtre d'une grande manifestation pour la paix, mobilisation à laquelle ont participé plusieurs centaines de Sénégalais, avocats et militants de la paix. Cette manifestation a été présidée par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui a lancé un appel pressant pour la paix. Khalisek. Il y avait à vrai dire marée humaine ce 23 janvier à la place de l'Obélisque. Marée humaine tout de blanc vêtue pour montrer son attachement à la paix. Et pour davantage réitérer cet ancrage, l'on pouvait compter ces mouchoirs blancs agités à perte de vue, ce lâcher de colombes sans oublier ces t-shirts sur lesquels l'on pouvait lire Ya Salam, la paix. Et cette paix a été chantée par tous les orateurs qui ont eu à intervenir lors de cette manifestation. Déclaration adoptée à l'issue du rassemblement du 23 janvier 2012 à la place de l'Obélisque pour la sauvegarde de la paix au Sénégal. Nous, citoyens sénégalais, hommes et femmes de culture, artistes, membres de la société civile et leaders d'opinion, réunis à la place de l'Obélisque, formellement attachés aux valeurs et aux traditions ancestrales de paix, de diversité et de convivialité qui font la fierté du peuple sénégalais et fondent depuis toujours son vécu quotidien. Ayant à l'esprit l'aspiration profonde du peuple sénégalais à la non-violence et à la sauvegarde de ses valeurs cardinales et traditions multiséculaires dans l'intérêt des générations actuelles et futures, guidé par le souci de contribuer au maintien de l'harmonie nationale, de l'état de droit et de la stabilité des institutions démocratiques de notre pays, condition absolument nécessaire à la poursuite sans entrave de ces efforts de développement économique et social, reconnaissant que la préservation de la paix et de la consolidation de l'expérience démocratique sénégalaise, chèrement conquise, exige de tous les segments de la nation des attitudes individuelles et collectives positives, un état d'esprit républicain et un comportement citoyen et responsable. Rappelant le droit et le devoir de chaque citoyen de veiller à la pérennité des principes de liberté, de tolérance et de respect du prochain et du bien commun, comme gage de notre coexistence pacifique et de notre destin partagé de nations unies et indivisibles. Conscient du fait que le scrutin présidentiel du 26 février 2012 marque un tournant historique dans la construction d'une démocratie majeure et apaisée au Sénégal, considérant la responsabilité principale qui incombe au pouvoir public de prendre toutes les dispositions nécessaires de nature à garantir la tenue du scrutin dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour tous, considérant également que seul le peuple sénégalais est dépositaire du droit souverain, légitime et exclusif de choisir ses dirigeants à travers un processus électoral juste, équitable et libre de toute forme d'ingérence extérieure, lançons un appel solennel et pressant à tous les Sénégalais, sans exception, en particulier aux partis politiques et coalitions de partis, à se joindre à ce vaste mouvement pour la sauvegarde de la paix et la tenue au Sénégal d'élections apaisées, afin que chaque citoyen en âge de voter puisse exercer librement son droit de voter et accepter les résultats issus du scrutin de 2012, fait à Dakar le 23 janvier 2012. Dans son adresse, le président de la République a fait un appel pressant pour la paix et salué cette très forte mobilisation de ces Sénégalais épris de paix et de justice. Sénégalaises, Sénégalais, Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux
à cette manifestation de la paix. Le Sénégal a toujours été un pays de paix. Nous organisons ici des élections depuis 1848. Donc nous savons ce que sont les élections. Depuis l'indépendance, nous avons régulièrement organisé des élections, certes dans les manifestations folkloriques, mais de manière générale, cela s'est terminé de façon pacifique avec la proclamation d'un vainqueur. C'est la voie que j'ai suivie depuis 2000, l'année de l'alternance démocratique, qui a enlevé le pouvoir à un parti qui était là depuis 40 ans pour le confier au parti dont je suis le secrétaire général. Cela fait 12 ans, 11 ans et quelques mois. Le temps pour les Sénégalais de juger celui qu'ils ont choisi. Au moment où le calendrier républicain nous amène vers de nouvelles élections en février 2012, certains citoyens assoiffés de pouvoir, sans aucune base populaire, sachant qu'ils n'ont aucune chance dans des élections démocratiques et pacifiques, ont décidé d'emprunter des voies tortueuses pour m'empêcher de me présenter. C'est la première mesure antidémocratique. Tous ceux qui veulent se présenter et qui réunissent les conditions légales doivent pouvoir se présenter et on doit laisser au peuple faire son choix. Mais alors que le débat est libre, alors qu'ils ont accès à plus de radios que nous, ils ont accès à des télévisions, ils ont des journaux, s'exprimant librement. Il n'y a pas un journaliste en prison au Sénégal. Au moment où je vous parle, certains chefs de partis de l'opposition sont à Guédiawaye en train de se réunir. C'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. Mais on ne peut pas comparer les 3 ou 4 000 personnes qui sont là-bas avec cette foule immense que j'aperçois juste par la radio et la télévision. On ne peut pas faire de comparaison. Je suis très content. La République a les moyens de se défendre. La République s'est dotée de moyens de se défendre. Ce sont des moyens légaux et nous les utiliserons. Sans état d'âme. On ne peut pas accepter, alors qu'un peuple de 12 millions et demi veut voter dans la paix, des groupuscules qui ne représentent rien veuillent troubler la situation. Ils ont parcouru le monde en dépensant beaucoup d'argent en Amérique, au Canada, en Angleterre, en France, pour wax leen ni Ablaye Wade daal bu présenté rek réew ma gën a tas réew mi ñu tas de Sénégal kenn mënu ko tas.
À la place de l'obélisque, en plus de ces mouchoirs blancs agités, de ce lâcher de colombes, il y avait aussi une très belle musique pour chanter cette paix. C'est la fin d'un calvaire, pourrait-on dire, pour qualifier ces 25 ans d'attente qui a eu donné lieu ce matin à la cérémonie d'intégration des personnels de la police municipale dans la police nationale. Beaucoup d'émotions à l'École nationale de police où était le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, accompagné de son collègue de la décentralisation et des collectivités locales pour présider la cérémonie. Maïcha. 25 ans après les événements de 1987, cette injustice vient d'être réparée. La cérémonie de ce matin est l'aboutissement d'un non-combat soutenu par une volonté politique. Un combat multiforme entamé au lendemain de la radiation des policiers en avril 1987. À la tête de ce combat, Maître Abdoulaye Wade, leader de l'opposition à l'époque. Un moment chargé d'émotion pour le commissaire Sadio, ex-directeur de la police municipale. Ses premiers mots vont à l'endroit de ses collègues disparus, avant de rendre un vibrant hommage au président de la République. Le premier à remercier et à féliciter est incontestablement et n'en point douter Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, qui en décidant cette mesure a réhabilité et restauré dans leur dignité de valeureux serviteurs de l'État. Cet acte, à mon avis, est assurément un acte majeur de justice sociale. En décrétant, en décidant l'admission des policiers municipaux dans la police nationale, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a manifesté de la magnanimité à l'endroit des policiers municipaux et de leurs familles. Et à travers cette générosité, je perçois dans cet acte d'admission dans la police nationale un des actes participants de la réparation de l'une des plus grandes, sinon la plus grande injustice de l'histoire de ce pays. S'adressant au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le commissaire Sadio confond Maître Ousmane Ngom dans ses remerciements en lui exprimant toute sa gratitude au nom de ses collègues. Monsieur le ministre d'État, vous avez fait de la résolution du problème des policiers radiés une affaire personnelle sur la base de principes et de convictions adossées à des valeurs de justice et d'équité. Même sentiment de reconnaissance à l'égard des parlementaires. En effet, députés et sénateurs ont adopté et voté à l'unanimité la loi historique portant admission des personnels de la police municipale dans la police nationale. Avant de conclure, le commissaire Sadio a rendu un hommage aux familles et surtout aux épouses qui, à côté de leurs maris, ont mené le combat. Après ce discours passionné et enflammé du commissaire Sadio, il revenait au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, au nom du président de la République, de livrer aux revenants toute l'ambition de Maître Abdoulaye Wade pour ce corps unique et indivisible qu'est la police nationale. Maître Ousmane Ngom, à son tour, a rappelé le long processus de ce combat multiforme qui a duré un quart de siècle. Alors est venu le temps de la réparation de l'injustice avec cette nouvelle loi portant réintégration de la police municipale. C'est aux premières heures de ce combat pour la justice, que le président de la République, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, alors chef de l'opposition parlementaire, avait inscrit dans ses priorités le recouvrement de la dignité des policiers injustement et arbitrairement sanctionnés. Son attachement à la justice et à l'équité
a toujours fondé sa vision d'une police nationale moderne et républicaine. C'est ainsi que le 3 janvier 2012, le président de la République a promulgué la loi numéro 2012-05 portant admission des personnels de la police municipale dans la police nationale. Ainsi, tous les policiers municipaux en activité à cette date sont nommés en équivalence et en correspondance dans les corps et au grade de la police nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a également rendu un hommage aux collectivités locales qui ont accueilli dignement les policiers municipaux. Hommage également aux disparus et aux familles des victimes. Désormais, cette disparité est gommée, lance Maître Ousmane Ngom, qui a longuement insisté sur le programme de modernisation de la police et du renforcement des capacités tant humaines que matérielles. Depuis quelques années, la police nationale opère sa mue vers une modernisation toujours plus poussée, en cohérence avec la vision du président de la République en matière de sécurité humaine. Ainsi, des innovations importantes ont fait jour, notamment au plan de la revalorisation des ressources humaines, l'équipement des services, la dotation en moyens mobiles d'intervention, la construction de nouveaux commissariats et postes de police. Comme vous le voyez donc, l'ambition du président de la République et du gouvernement est de trouver des réponses appropriées aux défis et menaces sécuritaires évolutifs dans le cadre du respect de l'état de droit. La cérémonie s'est terminée par un défilé scellant les retrouvailles entre collègues policiers d'un même corps. Nous reviendrons sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions avec les réactions recueillies par Mbetiam auprès des policiers réintégrés. Cheikh Tidiane Gadio a déposé aujourd'hui sa candidature pour la présidentielle de février prochain. À sa sortie du Conseil constitutionnel, le chef de file du mouvement Louis Jotna a donné ses impressions au micro de Ndeye Aïda. Dans un moment aussi solennel, on ne peut qu'avoir une pensée pieuse et affectueuse pour ses parents. Ensuite, avoir une pensée affectueuse pour le peuple sénégalais, pour lequel nous avons décidé de nous engager dans cette bataille politique pour pouvoir continuer à servir ce peuple que nous avons servi depuis que nous sommes conscients, depuis que nous avons terminé notre formation. Et nous espérons que notre pays saura faire face à cette situation de façon pacifique, dans le calme, dans la sérénité. Mais il est entendu que le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'une candidature illégale, inconstitutionnelle, puisse faire partie des prochaines joutes électorales. Nous sommes convaincus, le mouvement politique citoyen Louis Jotna, que ce combat sera remporté par les patriotes, par les démocrates, par les citoyens sénégalais, citoyens que nous voulons servir. Nous espérons qu'au soir du 26 février ou à l'issue du deuxième tour, que Cheikh Tidiane Gadio sera élu président de la République du Sénégal, Inch'Allah, avec son objectif connu de tous les Sénégalais, bien nourrir les Sénégalais, bien éduquer les Sénégalais, bien soigner les Sénégalais, pour leur permettre de libérer leur énergie et d'aller à l'assaut des défis du développement. Puis je vous fais lecture de cette mise en demeure du CNRA à la RTS. Le CNRA a noté que le lundi 23 janvier 2012, la RTS, service public de l'audiovisuel, a diffusé en son édition du soir du journal télévisé des images et propos du directoire de campagne de la coalition FAL 2012 lors du dépôt du dossier de candidature de Maître Abdoulaye Wade. Les autres candidats n'ayant pas bénéficié de ce traitement lors du dépôt de leur dossier de candidature, le CNRA met en demeure la RTS de prendre toutes les dispositions pour couvrir le dépôt de leur dossier de candidature. Quant aux candidats dont les dossiers de candidature ont déjà été déposés, la RTS devra prendre contact avec leur directoire de campagne pour toute forme de réparation conformément aux dispositions des articles LO 125 alinéa 2 et L 60
L63 alinéa 4 du Code électoral. La direction générale de la RTS, tout en prenant acte de cette mise en demeure, précise qu'elle a assuré la couverture des dépôts de candidature chaque fois que ces services ont été informés. C'est le cas du candidat Cheikh Tidiane Gadio que vous venez de voir. Et ce sera le cas pour le candidat Youssou Ndour qui nous a déjà saisi, de même que Cheikh Bamba Dièye. La direction générale de la RTS se saisit cette occasion pour demander à tous les candidats de bien vouloir informer ces services des heures et dates des dépôts de leur candidature. Cette autre mise en demeure du CNRA à la RTS, à Africa 7, à TFM et à Walf TV. Il résulte du rapport de suivi et d'écoute du service de veille du CNRA que le lundi 23 janvier 2012, les télévisions RTS, Africa 7, TFM et Walf TV, en diffusant respectivement les manifestations de la coalition FAL 2012 à la place de l'Obélisque et celle du M23 à Guédiawaye, ont laissé apparaître plusieurs éléments aux allures de campagne électorale, pancartes, chansons, slogans et autres déclarations, et ceci en violation flagrante des dispositions de l'article L63 du Code électoral. Le CNRA déplore de tels manquements et met en demeure ses organes RTS, Africa 7, TFM et Walf TV de respecter strictement les dispositions de l'article L63 du Code électoral. Et puis, cet autre arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, article 1er, pour des raisons de sécurité, sont interdits sur toute l'étendue du territoire national les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique. Cette interdiction s'applique sur la période du jeudi 26 janvier 2012 à 0h au lundi 30 janvier 2012 à minuit. Toutefois, les manifestations ci-après désignées sont libres sous réserve de l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Il s'agit des chants religieux et des processions à caractère religieux, les manifestations décidées par l'administration dans l'accomplissement de ses missions, les manifestations à caractère sportif. Article 2. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni des peines prévues par le Code pénal. En marge de cette cérémonie d'intégration des policiers radiés, le maître Ousmane Ngom, le ministre de l'Intérieur, a été interpellé sur le contexte politique actuel. Maître Ousmane Ngom justifie également cet arrêté interdisant temporairement ces manifestations publiques du 26 au 30 janvier. Nous l'écoutons au micro de Maïdia. Non, il n'y aura pas de couvre-feu. Il n'y aura pas de couvre-feu, mais je puis vous annoncer en exclusivité, puisque vous posez la question, que du 26 au 30, il y aura une interdiction de toutes les manifestations sur l'ensemble du territoire national pour préserver la sérénité et la paix qui sont nécessaires pour une bonne prise de décision face aux prochaines échéances vers lesquelles nous allons. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait de pression dans un sens ou dans un autre à l'endroit des membres du Conseil constitutionnel et de tous ceux qui doivent participer à la prise de décision en cette période importante de notre pays. Maintenant, bien entendu, après cette période, nous reviendrons au droit commun. Vous savez, le Sénégal est un pays qui bat le record en matière de manifestations publiques. Rien qu'en 2011, nous avons enregistré plus de 3000 manifestations publiques qui ont été encadrées par les forces de sécurité et qui se sont tenues dans la paix et dans le calme. Et puis en perspective de la grève envisagée par des syndicats du secteur du transport routier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur informe les populations et particulièrement l'ensemble des acteurs du secteur que conformément aux lois en vigueur, l'État du Sénégal mettra en œuvre toutes les mesures appropriées pour garantir l'exercice pour tous les citoyens de la liberté du travail. De même, le ministre de l'Intérieur tient à préciser à l'attention de ceux qui exercent leur droit de grève qu'aucune entrave passive ou violente ne sera tolérée au libre exercice du droit des autres de mener leurs activités dans le cadre de leur travail normal.
En conséquence, les mesures idoines seront prises par les services de sécurité, police et gendarmerie pour veiller sur l'étendue du territoire national au respect de la liberté de travail des citoyens. Toute personne qui tentera de mettre une entrave à l'exercice de la liberté de travail ou commettra toute autre infraction s'exposera aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le ministre chargé d'éthique a visité ce matin la cybercase de Popenguine, une vision du chef de l'État mise en œuvre et qui vise à interconnecter les pays du Sud à ceux du Nord pour relever les défis du millénaire, nous dit Ousmane Doy. Cybercase de Popenguine, un outil pour le développement, une vision du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. La visite de cette cybercase par le ministre en charge d'éthique, Moustapha Mamagirassi, prouve l'engagement du président de la République à vouloir réduire considérablement la fracture numérique. En s'appuyant sur, aujourd'hui, un support incontournable, le support donc des TIC. Il est heureux de voir des enfants s'auto-former. Il est heureux de voir aujourd'hui des femmes qui n'ont, je l'ai trouvé dans la salle de formation sans professeur, en train de s'auto-former, d'apprendre par elles-mêmes. Il est heureux de voir des femmes développer donc leurs activités économiques à partir donc des ordinateurs, en établissant donc des liens de partenariat, de coopération avec d'autres à l'étranger. Il est heureux de voir ces femmes-là participer simplement au développement économique de notre pays, en s'auto-formant surtout. Et vraiment, je pense que c'est la preuve évidente que, en misant sur les TIC, la preuve évidente que le projet donc des cybercases est un projet pertinent, une solution pertinente pour aider donc le Sénégal, surtout le Sénégal donc des profondeurs, à aller de l'avant en accompagnant donc tous les acteurs, les jeunes, les femmes donc à la formation et en participant de façon globale au dialogue, aux échanges. Au-delà de la cybercase de Popenguine, d'autres cybercases verront le jour au Sénégal. La mise en œuvre de ce projet est un signal fort qui prouve aisément la détermination du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, à favoriser partout où besoin en est l'apprentissage par réseau et l'interconnexion générale des peuples d'Afrique et du monde entier. L'école 6 de Bambey s'enrichit de 4 nouvelles salles de classe. Le maire de la ville, Mme Aïdembot, a procédé à la réception des locaux qui ont coûté 19 500 000 francs, nous dit Pape Bounadjaou. À quelques mètres d'eux, c'est plutôt leur destin qui se joue. Ces élèves de l'école 6 de Bambey vont quitter les abris provisoires pour de nouvelles salles de classe construites par l'équipe municipale grâce à son budget communal d'investissement. 4 salles de classe qui font la satisfaction de l'équipe pédagogique et des parents d'élèves. Aujourd'hui, nous avons réceptionné 4 classes et je l'ai signifié tout à l'heure que je suis très content donc de cette réception-là. On était très pressés d'avoir ces 4 classes-là et ça va beaucoup nous soulager pour vraiment l'existence, l'apprentissage donc des enfants. Quelqu'un se sacrifie pour nous mettre de classe et mettre nos enfants dans de très bonnes conditions. Nous ne pouvons que la remercier au nom des populations de Kersakoura. Au nom de l'APE, nous remercions bien vivement Madame le maire, ministre d'État Aïdembot. Avec ces réalisations, le maire de la ville entend accompagner la communauté éducative de sa ville et ceci n'est que le début d'un long processus qui vise à faire disparaître les abris provisoires. Moi, en tant qu'enseignante de souche, les abris provisoires me heurtent que je crois qu'on n'a pas le droit de faire une discrimination déjà dès le bas âge entre les enfants, de mettre des enfants dans des classes bien construites et mettre d'autres dans des classes en abri provisoire, en paille. C'est inacceptable et je pense qu'on va vers la dissolution de tous ces abris provisoires. Donc pour en revenir à la réception, nous avons réceptionné aujourd'hui 4 classes d'un montant global, tout taxe comprise de 19 560 000. Il a suffi 45 jours pour la livraison des 4 classes grâce à un entrepreneur respectueux des délais de livraison, tout à l'opposé de celui qui a été engagé pour la rénovation de l'établissement il y a de cela quelques années
et qui est toujours aux abonnés absents. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à mettre la main sur l'entrepreneur. On nous parle de procédure pour effectivement le dessaisir du dossier, mais on n'arrive pas à accéder à cet entrepreneur. On n'arrive pas à achever les constructions entamées, mais je voudrais, je ne sais pas où est-ce que se trouve, mais qu'il s'inspire de cet exemple de son collègue entrepreneur qui nous a construit ces 4 classes en 45 jours. La qualité de la construction et la vitesse d'exécution des travaux ont été saluées. Avec ces nouvelles classes, l'école 6 de Bambey assure un meilleur cadre à ses pensionnaires. Le centre régional de la Convention de Bâle accueille depuis ce matin une centaine de quelques experts internationaux pour un atelier de 3 jours. L'objectif est de donner des outils à nos pays pour gérer les déchets biomédicaux, surtout les déchets dangereux, nous dit Ibrahim Fall Junior. Ils sont experts en santé ou environnement venus de pays francophones d'Afrique à participer à cette session de formation sur les déchets dangereux. Des déchets qui causent d'énormes problèmes environnementaux et sanitaires, et ce de façon insidieuse. Les accords multilatéraux sur l'environnement, dont la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux, constituent à ce jour les seuls accords contraignants pour nos pays. Pour arriver à minimiser la génération des déchets dangereux et assurer une gestion écologiquement rationnelle, il a été nécessaire de renforcer les capacités. L'idée, c'est de les former par rapport d'abord à la problématique, les sensibiliser et de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent mettre au niveau de leur pays des programmes, des plans d'action ou des projets pilotes donc qui concernent gérer convenablement ces déchets qui proviennent des infrastructures hospitalières. Comme les déchets ne sont pas bien gérés, on les trouve un peu partout à l'arrière-cour des hôpitaux et les gens s'amusent, les animaux y divaguent et le risque il est là, il est réel. Au Sénégal, 2 projets s'occupent de déchets dangereux. Pour autant, les mécanismes de gestion ne sont pas toujours au point. L'on peut remarquer encore le brûlage tout azimut de déchets par des incinérateurs fumants devant certains hôpitaux. Il faut séparer les produits qui sont réellement dangereux de ceux qui ne sont pas dangereux. Il y a certains déchets, ils vont directement, ils peuvent être assimilés aux déchets domestiques, mais d'autres sont infectieux ou bien contaminés par l'élément chimique. Il faudra les mettre de côté et les faire acheminer par un chemin pour les traiter. Cet atelier est une aubaine et donne l'occasion à nos experts d'être au point. Ces déchets sont extrêmement dangereux et que les populations sénégalaises en général ne sont pas bien préparées pour la bonne compréhension de la tenue vis-à-vis de ces déchets biomédicaux. Donc ceci est une raison majeure pour que le gouvernement comme le secteur privé dans un partenariat fécond puisse gérer d'une manière très convenable ce produit qui, laissé dans la nature, peut présenter un danger extrêmement élevé pour la santé d'abord, pour l'économie et pour la jeunesse en particulier. Les leçons apprises ici devront être enseignées ailleurs sur le continent, une Afrique propre est en vue avec une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Comment faire pour harmoniser les politiques et vulgariser les énergies renouvelables? Les experts pourraient s'inspirer de l'exemple du Sénégal qui a mis en place un cadre législatif pour développer ces énergies renouvelables. Aline Badarakan. L'énergie, cette denrée bien précieuse, un casse-tête pour l'humanité. Les besoins sont énormes, la sonnette d'alarme est tirée. Quand on voit le prix du baril qui fluctue et que la consommation et la demande augmentent et s'accentuent avec le temps, ceci est lié à tout développement, le développement que connaît l'Afrique connaît un développement intense. Que faire pour inverser la tendance? Les parlementaires semblent trouver la solution. Le salut viendrait de l'utilisation des énergies renouvelables. Le gouvernement est régulièrement interpellé par le Parlement, l'Assemblée nationale en particulier, pour s'engager de façon plus volontaire, de façon plus nette dans l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique. Nous avons encouragé fortement et soutenu l'initiative du gouvernement en votant la loi d'orientation sur les énergies renouvelables. L'État est sur la même longueur d'onde. C'est clair, les décideurs affichent leur volonté de vulgariser l'utilisation des énergies renouvelables. Les décrets relatifs à la loi portant sur les énergies renouvelables viennent d'être approuvés
et celui relatif à la filière biocarburant le sera très prochainement. Parallèlement à ces actions liées à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire, le Sénégal vient de finir l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des énergies renouvelables. Au Sénégal, le combat est bien lancé. Il s'agit maintenant d'harmoniser les différentes politiques dans la sous-région pour mettre fin à la dépendance énergétique. L'actualité ailleurs dans le monde nous conduira aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Grèce et en Irak. L'Irak, où Bagdad, la capitale, a été encore une fois de plus la cible d'attentats anti-chiites. Bagdad, frappé mardi matin par une série d'attentats anti-chiites. 4 explosions en plusieurs endroits de la capitale ont fait au total au moins 9 morts et 61 blessés. Dans le quartier chiite de Sadr City, 2 voitures piégées ont explosé à une demi-heure d'intervalle, l'une devant un groupe de travailleurs, l'autre près d'une boulangerie. Depuis le départ à la mi-décembre des dernières forces américaines d'Irak, plus de 200 personnes, des pèlerins chiites pour la plupart, ont été tués dans des attentats. Les ministres des Finances de l'Union européenne accentuent leur pression sur la Grèce. La zone euro exige que tous les partis politiques grecs s'engagent par écrit à mettre en œuvre les réformes promises avant de donner son feu vert au second plan de sauvetage du pays. La veille, la zone euro, estimant que le programme budgétaire grec avait dérapé, avait conditionné tout nouveau prêt à des efforts supplémentaires et réclamé des créanciers privés de la Grèce un geste plus important pour réduire la dette et éviter la faillite. La course à l'investiture républicaine, Mitt Romney a tenté lundi de reprendre le dessus sur son adversaire Newt Gingrich, vainqueur de la dernière primaire. Au cours d'un débat en Floride lundi, Mitt Romney a accusé son rival de lobbying. Newt Gingrich est mis en cause pour avoir touché plus d'1,5 million de dollars de Freddie Mac, géant du financement immobilier, en partie à l'origine de la crise de 2007-2008. Autre tentative pour regagner du terrain, Mitt Romney a fini mardi par publier sa feuille d'impôt, à l'instar de ses rivaux. En Nouvelle-Zélande, les défenseurs de l'environnement se mobilisent pour tenter de sauver des baleines globicéphales dont une centaine a échoué dimanche sur une plage. Alors que 34 d'entre elles sont mortes, les efforts des volontaires pour remettre les autres à l'eau n'ont été qu'en partie récompensés. Si certaines ont bien repris le large, 40 baleines remises à l'eau se sont à nouveau échouées mardi. L'échouage de cétacés est un phénomène récurrent. Il serait provoqué par un brouillage de leur sonar ou lorsque le meneur du groupe est malade. Retour chez nous pour parler de ce séminaire financé par l'Organisation internationale de la francophonie et qui informait des participants sur la qualité des produits agroalimentaires. Tous les pays de l'UEMOA ont bénéficié de cette initiative, nous dit Diana Badja. Mettre aux normes internationales les produits agroalimentaires des pays de l'UEMOA, c'est l'objectif de ce séminaire. Les participants vont bénéficier d'une formation allant dans ce sens. L'organisation de cette formation répond à la volonté de la Commission d'appuyer les États membres de l'UEMOA dans le renforcement des capacités des ressources humaines en matière de qualité. Les actions multiformes de la Commission en matière de promotion de la qualité dans chacun des États membres vise à impulser la dynamique de la culture de la qualité. Le secteur agroalimentaire constitue un domaine important de l'économie sénégalaise. C'est pourquoi les associations de consommateurs exigent le renforcement de la qualité des produits. Cette formation sert ainsi de réponse à leurs requêtes. Les consommateurs en général et les associations sont en train de jouer un rôle de veille. Ils ont besoin de savoir, de connaître les conditions dans lesquelles les produits les biens et services sont produits, mais de connaître également leur traçabilité et les conditions dans lesquelles également ces produits sont mis dans le marché. Le représentant du Centre du commerce international s'est félicité de cette démarche. Par ailleurs, les intervenants souhaitent que ce séminaire ait un impact réel sur la qualité des produits agroalimentaires. 120 millions de nos francs pour cette association et institution islamique sénégalaise. Les bénéficiaires de ces subventions accordées par le Fonds de solidarité islamique ont reçu leur chèque au ministère des Affaires étrangères. Cette assistance financière est destinée à l'appui de projets initiés par ces récipiendaires dans les domaines social, éducatif et religieux. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Mamoudou Ndiaye, est ici au micro de Philomène Constance Diagne.
Dans le cadre de l'organisation de la coopération islamique, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le maître Abdoulaye Wade, a toujours prôné une solidarité islamique agissante. C'est donc avec vraiment un plaisir renouvelé qu'au nom du ministre d'État aujourd'hui, nous avons l'occasion d'assister à une manifestation concrète de cette solidarité islamique agissante qui a attribué à des ONG du Sénégal un montant de 240 000 $, équivalent à environ 120 millions de francs CFA, pour les aider surtout à continuer leur activité, leur action, leur programme dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans les secteurs importants que constituent la santé et l'éducation. Le choix, il a été opéré sur la base de la pertinence des programmes présentés et surtout de la qualité des organisations qui ont été manifestées leur candidature. Et ce choix a été fait sur l'ensemble de la Oumma. C'est donc dire le mérite de ces organisations qui ont compétit au niveau de l'ensemble de la Oumma et qui ont pu présenter donc des programmes pertinents dans le sens de la promotion de la solidarité islamique et de la promotion de l'islam en général. Le projet COGEPAS de la direction des pêches a organisé jeudi dernier un voyage de presse à Joal. C'était pour mieux vulgariser la co-gestion des pêches initiée par l'État du Sénégal avec le soutien de la JICA, et parmi les participants se trouvait Tidiane Barry. Là, vous avez en somme les différents... Journée studieuse pour la vingtaine de journalistes ayant fait le déplacement de Joal. Que ce soit le repos biologique sur le poulpe, le yed ou le tiof, la fabrication et l'immersion de peau, le marquage et le relâchement des bébés simiums, la réduction des filets dormants ou la vulgarisation des branches artificielles pour la ponte des sèches, constat a été fait que les espèces sont revenues en grand nombre. On a vu aussi des résultats parce que beaucoup de juvéniles étaient venus autour des récifs pour y habiter. Et c'était aussi un lieu de reproduction des tchofs. La restauration des ressources démersales grâce à la pose de récifs de coquillages dans la zone de l'aire marine protégée s'accompagne d'activités génératrices de revenus comme la fabrication de farine de poisson. Ce qui fait dire à l'équipe du projet que le changement de comportement tant entendu est en train de se produire. Si vous avez bien entendu ce que les pêcheurs ont expliqué, vous vous rendez compte qu'effectivement que les pêcheurs vraiment maîtrisent bien ce qu'ils sont en train de faire. Quand on venait expliquer aux gens ce qu'est la cogestion, beaucoup de pêcheurs ne parvenaient pas à expliquer ce qu'est même la cogestion. L'approche participative, gage de durabilité des initiatives, a montré toute son efficience à Joal, premier quai de débarquement du Sénégal avec ses 8000 tonnes mensuelles. Le projet est ainsi mieux armé pour réussir la régionalisation de la cogestion. La grande ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou et de Mountaga Tall a pris fin. C'est une conférence des oulémas qui a mis fin aux activités débutées depuis vendredi dernier. Cette année, la rencontre des oulémas portée sur la paix comme source de stabilité sociale, nous dit Hamid Diop. Il est de coutume pour ces oulémas de débattre chaque année d'un sujet pour mettre fin à la ziara de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. Lors de cette édition, ces almamis du Fouta et autres maîtres coraniques ou enseignants de sciences religieuses se sont penchés sur la question de la paix. L'islam, son radical, c'est la paix. L'islam déjà signifie la paix. As-salam. Et sans la paix, on ne saurait rien faire. Sans la paix et la santé. Chacun des intervenants a apporté sa contribution pour voir dans le contexte actuel et par rapport aux enseignements de l'âge Omar Foutiyou Tall comment cette paix peut être effective. Comment faire pour vraiment vivre en paix? Comment faire pour habiter en paix? Au niveau du Sénégal, nous avons toujours besoin de la paix parce que notre culture nous amène toujours vraiment à cultiver la paix.
Ces invocations de Dieu, détenteur de la miséricorde divine, ont ponctué les échanges et les ulémas ont rappelé que les différences ne doivent être en aucun cas un facteur de division et qu'il revient à chacun de nous de poser des actes pacifiques. Ils se sont tous félicités de ces rencontres fructueuses. Reste maintenant la diffusion des conclusions dans leurs différentes contrées d'origine. Le comité de pilotage du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique a tenu sa 4e réunion. Tenue pour la première fois à Kolda, cette rencontre a servi de cadre d'échange aux acteurs de l'élevage de la race Nama. Elle a également permis aux membres du comité de mesurer sur le terrain l'impact de l'introduction des troupeaux multiplicateurs dans la zone Ibrahima Diallo. Quand les membres du comité de pilotage du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique se réunissent pour la première fois à Kolda, c'est bien sûr pour examiner le rapport annuel 2011 et surtout définir et approuver le programme technique et le budget pour l'année en cours. Voir comment corriger les manquements de 2011 pour pouvoir dérouler correctement le projet en 2012 selon les recommandations du document initial. Parce que nous avons constaté que sur les 6 actes stratégiques, tous les actes ont connu des avancements. L'importance de la rencontre, 4e du genre, depuis la mise en œuvre de ce projet régional, se mesure sur le terrain à travers une visite des réalisations. À Sarefouta, il a été beaucoup question d'échanges entre le comité de pilotage et les populations bénéficiaires. Ici, l'impact de l'introduction des troupeaux multiplicateurs est considérable. Nous venons de voir déjà un éleveur qui à lui seul a 185 bovins et qui, par donc, les innovations technologiques qui sont introduites, donc arrive à produire du lait. J'ai donc eu à voir son cahier d'exploitation pour voir tout le lait qui en tire, donc pour déjà assurer la consommation de sa famille et ensuite en vendre une partie. Le bétail ruminant endémique inclut les races trépano-tolérantes de bovins Nama, de moutons Djalonké et de chèvres naines. C'est pourquoi le comité a tenu à visiter des bergeries et chèvreries entretenues généralement par les femmes. Outre le programme d'intensification animale, le projet B a mis en œuvre un important programme d'ouverture de pare-feu et de construction de balises dans les différentes zones de parcours du bétail. Ceci pour préserver l'habitat naturel de la race. Nous sommes dans un milieu vraiment très difficile, un milieu fermé, un milieu forestier. Et dès lors que des populations prennent elles-mêmes l'engagement d'ouvrir des pare-feux pour protéger leur parcours naturel, leur pâturage, c'est déjà un aspect très positif. Cette visite de terrain entreprise par le comité de pilotage répond à la démarche du projet qui se veut communautaire. Ce qu'on développe, c'est des modèles communautaires de gestion de l'environnement et du bétail. Donc c'est aux communautés elles-mêmes, de manière participative, avec le projet, pour essayer de voir qu'est-ce sont leurs problèmes, leurs contraintes, et on essaie de travailler ensemble avec eux pour dégager des solutions. Améliorer la productivité animale tout en préservant l'écosystème de la race Nama, c'est l'ambition de ce projet régional qui intervient également en Guinée, en Gambie et au Mali. Le rôle de la sécurité sociale dans une économie en crise, c'est le thème de la soirée organisée par l'Amicale des cadres de la sécurité sociale. Également, occasion choisie pour revenir sur le rôle que joue la sécurité sociale. Ibrahima Ndong. La protection sociale, plus qu'une importance, une nécessité. Ce dîner-débat a été une occasion de revenir sur la mission de la Caisse de sécurité sociale. Au cours de cette rencontre, les experts ont pour l'essentiel mis l'accent sur le rôle de sentinelle de l'institution, un rôle relatif à la protection contre les risques sociaux. La sécurité sociale est un peu méconnue au Sénégal et les populations ne sont pas très sensibilisées sur le rôle que peut jouer la sécurité sociale dans l'économie. Donc déjà la sécurité sociale joue un rôle central dans une économie. À plus forte raison maintenant, une économie qui est en crise, la sécurité sociale peut être un sauveur parce que c'est un régulateur donc économique, social et politique. On ne peut pas parler de développement économique, de création de richesses, donc de valeur ajoutée, sans, je veux dire, prévoyance sociale, sans sécurité sociale. Je crois que donc plusieurs intervenants ont eu à signifier, à souligner le rôle très important que joue la sécurité sociale dans notre pays. Devant l'assistance, le conférencier a servi un discours qui tend à renforcer la protection sociale des travailleurs. Si on intégrait
la politique de sécurité sociale avec la politique du travail également, on aurait pu lutter plus efficacement contre cette évasion sociale. Aujourd'hui, à entendre les acteurs institutionnels, ils ne sont plus ce qu'étaient ces acteurs-là il y a 30 ans, il y a 40 ans. À entendre l'employeur, on le prendrait pour un ouvrier. À entendre l'ouvrier, on le prendrait pour un employeur. Donc ça veut dire que le cloisonnement qui existait auparavant entre employeurs et travailleurs, ça n'existe plus et ça aussi c'est le fait de la mondialisation. Cette rencontre a permis de montrer les atouts et les insuffisances de la caisse de sécurité sociale. Selon Aboubakar Wade, la couverture sociale n'a pas connu beaucoup d'évolutions significatives. Les femmes de Guinaw Rail Sud en croisade contre la pauvreté. Elles viennent de mettre sur pied un groupement pour développer et promouvoir leur localité. La ministre conseillère Khadimbo, marraine de ces femmes, a procédé au lancement de leurs activités. Fantabachi. À Guinaw Rail Sud, jeunes, hommes et femmes ont décidé de développer et d'améliorer leurs conditions de vie. Un groupement féminin d'intérêt commun est ainsi mis sur pied pour promouvoir des activités génératrices de revenus. Il s'agit d'un projet aux volets multiples devant impliquer et mettre à profit toutes les compétences. Autorités locales, notables et autres partenaires sont venus accompagner cette initiative. Khadimbo, ministre conseillère, est la marraine de ces femmes. Elle s'est aussi engagée à soutenir et à faciliter l'atteinte des objectifs de ce groupement. Je voudrais saluer cet engagement, cette détermination à insuffler aux femmes un esprit entrepreneurial, seul gage de réussite et d'indépendance financière. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une démarche de partenariat, une démarche de solidarité, une démarche de mise en synergie de nos forces pour trouver ensemble des solutions par rapport aux problèmes bloquant nos activités. Ces femmes ont demandé à leur marraine d'être leur interprète auprès du chef de l'État et elles souhaitent bénéficier du financement pour organiser des formations en alphabétisation et en transformation de céréales locales. L'Union des femmes pour le développement de Guinaw Rail dit être une structure formelle. Par conséquent, elle veut disposer d'une maison de la femme pour bien exécuter ses projets. La Marine nationale a fêté le 37e anniversaire de la remise du drapeau. À cette occasion, les festivités ont eu lieu à la base navale amiral Faye Gassama. Un hommage a été rendu aux militaires frères tombés sur les champs de bataille d'Amsila. Hommage aux morts et aux anciens qui ont légué le flambeau à ceux qui commémorent cet événement qui date de 1975. La remise du drapeau à la Marine nationale, c'est un fait symbolique gravé à jamais dans la mémoire de ce corps chargé de la sécurité maritime et de la protection de nos côtes. Je suis plein d'émotions parce que j'ai rencontré beaucoup d'anciens marins avec lesquels j'ai fait mes premiers pas dans cette marine, avec lesquels j'ai fait mes premiers quarts de nuit dans cette marine. Et cela me remplit d'émotions. Les ambitions, je pense que c'est les ambitions de tout chef. C'est en tout cas me concentrer sur la préparation de cette armée à l'exécution de ses missions opérationnelles, ses missions de défense et ses missions de participation à la solidarité nationale. C'est toujours un événement de souvenir, une fête qui permet de rapprocher les différents membres de cette famille militaire. C'est un grand plaisir, le fait qu'on nous convie à cette fête et qu'on n'a pas oublié nos maris. C'est un grand plaisir pour nous. Et pour nos enfants aussi, parce qu'à chaque année, on nous convie à cette fête. À la base navale amiral Faye Gassama, il y avait également un défilé bien rythmé. Les hommes ont marqué le pas devant une assistance composée de civils et d'autorités militaires. La Miss Manjak 2012 s'appelle Pascaline Mendy, représentante du département de Pikine. Elle a bénéficié de plusieurs récompenses, dont une bourse pour suivre pendant 2 ans une formation professionnelle. Cette 7e édition a été également un grand moment de retrouvailles pour les Manjak. Djorodia. Certes, numéro 2 sur la liste des candidates, mais au finish, elle est hissée au sommet de la pyramide. Pascaline Mendy est Miss Manjak 2012. Taille fine,
Teint clair, à la fleur de l'âge, Pascaline compte s'investir pour une meilleure éducation des jeunes. Je suis très contente, mais j'avoue que c'est une phare de loup. Parce que pour être une Miss, c'est comme une ambassadrice. Et comme je l'ai dit en culture générale, je vais lutter contre les mangeaques qui ne veulent pas partir à l'école. Pour cette 7e édition, toutes les facettes de la culture mandjak ont été mises en valeur. Toutes les expositions, les collections présentées par les stylistes, en passant par les coiffures de Miss, ont été assurées par des mandjaks. Les contrées les plus lointaines de notre pays, et surtout de la Guinée-Bissau, j'ai découvert beaucoup de facettes de la culture mandjak, mais aussi beaucoup de la beauté mandjak, parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agissait aujourd'hui. Et je pars ici encore très réconforté, je les félicite encore une fois. Aujourd'hui, avec ces défilés culturels, ça me permet justement de voir comment s'habiller nos grands-parents.